Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de vous faire une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait longtemps aussi que mes publications, que j'ai pas vraiment parlé de ce qui se passait dans ma vie, dans mes publications ou dans ma newsletter. Je le faisais beaucoup au début. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je vous racontais tout. Je vous racontais vraiment beaucoup de choses sur ce que je vivais, ce que je traversais au niveau personnel, professionnel, dans la transition que j'ai vécue il y a 5 ans. Enfin, j'ai commencé ma newsletter il y a 3 ans, mais quand je suis passée d'avocate à coach, de la France à Israël, je racontais vraiment tout dans les moindres détails. Et puis ça fait quelques temps que j'ai du mal à exprimer devant le grand public, qui est de plus en plus grand à me suivre, ce que je traversais et les dessous de tout ce parcours, les coulisses un peu. Et en fait, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de publications sur la reconversion, sur le fait de suivre son cœur, sur le fait de se réaliser, sur le fait de trouver le job idéal. Et je suis la première à participer à ce mouvement, évidemment, j'en suis consciente. En tout cas, je le faisais avec autant d'ardeur que les autres au début. Et puis en fait, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à continuer à publier de cette manière, et c'est pour ça d'ailleurs ce qui explique un peu mon silence, même si c'est un silence qui n'est peut-être pas apparent, parce que je publie quand même et je vous écris quand même certaines choses que je pense du fond du cœur. Mais voilà, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous devez bien sentir que c'est pas tout à fait le même niveau d'intimité et d'authenticité. Et pourtant, l'authenticité, tout le monde sait que c'est vraiment une de mes valeurs phares. Et en fait, voilà, quand je lis toutes ces publications, j'ai quelque chose en moi qui me dégoûte, une espèce de réaction de « Ah, j'en peux plus d'entendre ça ». Je pense qu'il y a beaucoup de blessures à l'intérieur de moi, beaucoup de désillusions à travers mon parcours de ces dernières années. Pas des rêves qui se sont brisés, parce que je suis loin de vivre un échec et je m'accroche. Mais voilà, il y a vraiment clairement des croyances que j'avais au début, des croyances qui étaient fortement soutenantes, qui sont en train de me lâcher, des saboteurs, moi aussi, qui ont fait leur apparition au fil de mon expérience. Et j'avais besoin de partager ça, tout simplement parce que je sens que le fait d'être dans le paraître, la reconversion c'est génial, vous voyez, regardez comme ça se passe bien et allez-y et tout ça, c'était pas tout à fait juste pour moi. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a presque une mode de la reconversion. C'est un peu le sujet. Si on n'a pas fait sa reconversion, si on n'a pas changé de job radicalement, on a un peu raté sa vie. D'ailleurs, quand les clients viennent me voir, ils ont envie de tout plaquer, comme moi je l'ai fait à l'époque. Et en fait, je ne sais pas si c'est toujours, je suis même sûre que c'est pas toujours la bonne solution. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de partager tout ce qui me traverse avec vous. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi au début, je présentais vraiment l'expérience que je vivais, et je le vois toujours comme ça, comme ma sortie d'Égypte. J'ai quitté Paris il y a 5 ans, j'ai quitté un job de juriste dans une multinationale. J'avais 2 enfants en bas âge à l'époque et un mari, 2 enfants de 1 an et demi et 3 ans et demi. Et j'étais, mais ça je l'ai compris 4 ans plus tard, en fait j'étais complètement en burn-out. Et ce burn-out, j'ai pas voulu le voir, j'ai pas voulu le nommer. Enfin, je sais pas si j'ai pas voulu ou si je l'ai pas vécu comme ça. Parce que c'est vrai que quand je suis partie, pour moi c'était vraiment la libération, c'était la puissance qui se révélait. Je suivais mon cœur, je disais FUCK à tous ceux qui n'avaient pas vu tout le potentiel que j'avais, ou qui m'avaient entravé dans je sais pas quoi. Enfin voilà, j'étais vraiment je me disais mais en fait c'est hyper fort ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que c'est un peu un schéma de fonctionnement chez moi, c'est-à-dire que avant ça j'étais avocate, j'ai quitté mon cabinet d'avocat paf du jour au lendemain. Bon, l'idée n'est pas venue du jour au lendemain, évidemment, mais voilà, je suis partie, j'avais pas de filet de sécurité, j'avais pas d'idée de ce que j'allais faire après, mais je sentais qu'il fallait que je parte, je suis partie. J'ai fait pareil au moment de quitter le groupe dans lequel je travaillais après.
Et voilà, et c'était mon mode de fonctionnement. Quand ça allait pas, je partais, et c'est vraiment avec ça que j'ai construit le début de mon activité. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça va pas là où t'es, et prends les choses en main et va ailleurs en fait. Je pense que ça fait toujours partie de mon ADN. Le côté ça va pas, arrête de te plaindre et prends les choses en main. C'est vraiment quelque chose qui est très vibrant pour moi. Et en même temps, si c'était à refaire, je sais pas si je referais pareil. Et en même temps, si je refaisais pas pareil, peut-être que je vivrais pas les 5 années géniales que j'ai vécues en Israël. Je parle au passé parce que dans 2 mois, je reprends le chemin de la France et on déménage à Strasbourg, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi. Donc cette expérience touche à sa fin. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, que j'ai tiré un peu quelque part des leçons. Je pense que j'ai beaucoup grandi dans cette expérience. Je pense qu'effectivement, quand j'ai quitté Paris, j'avais beaucoup d'illusions, ou en tout cas j'avais un point de vue sur la vie, sur le travail, sur la reconversion, qui était naïf, ce serait négatif, mais qui manquait un peu d'expérience et de recul. Et aujourd'hui, après avoir été, j'irai pas dire au bout, parce que je sais pas s'il y a un bout à ce processus, mais en tout cas, en ayant accompagné plusieurs dizaines de clients et en ayant moi-même été assez loin sur le chemin, je vois les choses avec évidemment un regard complètement différent, et j'avais envie de partager un petit peu ce que je vois et par quoi je suis passée. Et donc après la sortie d'Égypte est venue la traversée du désert. Pas tout de suite. Les premiers mois, les premières années, enfin la première année était vraiment, vraiment géniale pour moi, tout simplement parce que j'étais pas encore dans une perspective de reconversion. J'étais déjà dans une perspective de guérison. Parce que même si j'avais pas mis de mots sur ce burn-out, je pense que si je l'avais pas fait, c'était tout simplement parce que je me sentais pas légitime à le faire. C'est-à-dire que j'avais pas de diagnostic, j'étais pas allée voir de thérapeute ou de psy. Alors il y a une petite voiture qui passe, je la laisse passer. Et du coup, je me sentais pas du tout légitime à mettre ce mot-là là-dessus. Et en même temps, je sais très bien que j'avais traversé un trop-plein, pas seulement professionnel. Il y a eu des facteurs professionnels très clairs. Beaucoup de stress dans l'année qui a précédé parce que des changements de management, un manque de reconnaissance, beaucoup de travail. Et des responsabilités d'un coup que j'avais pas forcément... pour lesquels j'avais pas forcément l'intention d'avoir avec un bébé vraiment tout petit à cette époque-là. Et il y avait des causes aussi personnelles. Je pense que ce burn-out, il venait vraiment de plein de facteurs différents. Et c'est vrai qu'à la maison, j'avais 2 bébés, quelque part. Les 2 étaient encore petits. Élodie avait, quand ça a commencé à aller mal, elle avait... autour de même pas 1 an, et Robin, on a découvert plus tard les raisons pour lesquelles c'était très difficile à l'époque, mais voilà, c'est un enfant hypersensible dont on a découvert le syndrome d'Asperger ici en Israël. Et voilà, à la maison, beaucoup d'énergie qui partait, au travail, beaucoup d'énergie qui partait, et tout ça sur fond d'attentats parisiens de 2015, avec une atmosphère très très délétère. Plus encore d'autres choses qui se sont rajoutées dans la balance, et franchement quand je suis arrivée en Israël, j'avais juste besoin de me reposer, d'aller voir la mer, de voir autre chose. Et quelque part, je m'en suis rendu compte quand j'ai mis les mots sur mon burn-out, c'était une manière pour moi de ce que j'appelle bypasser le burn-out. C'est-à-dire que je sais pas si c'était un déni, je pense pas, mais je pense plutôt que de me laisser happer par le négatif, et ça c'est vraiment dans ma nature et dans mon ADN aussi, j'ai préféré me mettre sur un projet qui allait m'aider à ressouder ma famille, parce que vraiment j'étais dans une crise personnelle à l'époque, qui allait me permettre de me focaliser sur quelque chose de positif, sur de la découverte, enfin voilà, un projet qui me nourrissait en fait, qui me permettait de découvrir une nouvelle culture, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle façon de vivre, de me concentrer sur mettre mes enfants dans une école où ils comprennent pas un mot et gérer ça, expérimenter un nouveau mode de vie dans lequel je retourne à l'école pour apprendre la langue le matin, et je fais mes devoirs en début d'après-midi, et puis je cherche mes enfants à l'école à 4 heures. Ce qui était génial pour moi à une époque où je souffrais beaucoup du manque de place pour la vie personnelle dans le quotidien parisien.
Mais voilà, c'était une année vraiment spéciale. Et ensuite, à la fin de cette année-là, j'ai commencé ma formation en coaching, pleine d'ambition, de rêve et surtout, avec la conviction que j'étais à la bonne place, c'est-à-dire cette sensation intérieure de vérité, comme on dit en Koya, cette sensation d'alignement qui était claire pour moi, c'est-à-dire que quand je me suis formée, pour moi le coaching ça me venait naturellement, j'avais aucun effort à faire. Et là je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Du coup, j'ai fait appel à Solène Pigné de Creators for Good qui m'a aidé à me lancer, à créer ma première offre parce que franchement, ce que j'avais pas anticipé, voilà, la première chose que j'avais vraiment pas anticipé, c'est que le coaching c'est un métier, certes, et donc je changeais de métier, mais en devenant coach, je devenais entrepreneur. Et c'est ce à quoi j'aspirais, évidemment. Je voulais de la liberté, de l'autonomie, je voulais décider de mon organisation, je voulais être libre. Mais ce que j'avais pas anticipé, c'est que ça s'apprend et que c'est pas du tout évident de passer d'un état d'esprit salarié à un état d'esprit d'entrepreneur, de gérer sa journée, et puis tout simplement de trouver des clients, de se lancer. Enfin vraiment, voilà, quand je repense à la jeune fille naïve que j'étais à l'époque, toujours avec beaucoup de bienveillance, c'est sûr qu'elle n'avait pas du tout conscience de ça. Et du coup, heureusement que j'ai trouvé Solène sur mon chemin parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle pour savoir quoi faire de mes journées, comment me lancer, comment m'organiser. Et je fais une petite pause promo pour Solène parce que ce qu'elle m'a apporté, c'est vraiment une vision de l'entrepreneuriat qui s'appuie sur l'écologie intérieure, sur l'écologie féminine notamment, avec vraiment un mix entre structure et fluidité qui me convenait parfaitement. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance et à y aller. C'est là que j'ai lancé mon site internet, ma newsletter, ma première offre. Et j'étais vraiment super confiante. Et en fait, deuxième désillusion, ça prend du temps. C'est-à-dire que puisque j'étais en burn-out, j'avais un rejet total de tout le réseau et de tout ce que j'avais construit avant. Mais vraiment, et quand j'y repense, c'est absurde et en même temps, voilà, c'est ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas mettre les pieds sur LinkedIn. Le monde du business me répulsait. J'étais vraiment en colère en fait. J'étais vraiment en colère et puisque j'avais fait le déni de ce burn-out, je ne l'ai pas soigné en fait. Et du coup, c'est resté là pendant très longtemps. Cette colère, cette frustration, cette déception. Et du coup, quand je me suis lancée, non seulement c'était un nouveau métier et c'était être entrepreneur, mais en plus, c'était sans réseau, dans un pays dans lequel je venais d'arriver, dans lequel j'avais pas non plus de réseau et dont je maîtrise plutôt bien la langue, mais pas au point de coacher en hébreu. Et puis surtout, j'étais dans une période de ma vie où j'avais tellement perdu en confiance en moi, où j'avais tellement... j'étais au fond, je le vois aujourd'hui, mais j'étais vraiment pas bien. Et je me suis complètement isolée en fait. J'avais besoin d'être seule. On est parti au bout de 2 ans, on est parti de Tel Aviv pour aller dans une petite ville. J'avais besoin de nature, j'avais besoin d'un endroit, d'un cocon. Mon bureau, c'est un cocon en haut de ma maison dans lequel je peux m'isoler. J'avais vraiment besoin de ce cocon sécurisant et dans lequel je coachais derrière mon ordinateur et je travaillais derrière mon ordinateur. Mais j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de me montrer dans le monde extérieur et notamment dans un univers professionnel. Ça doit faire bizarre aux personnes, à mes amis d'ici, d'entendre ça, parce que j'ai quand même noué énormément de liens et de relations amicales profondes et toutes mes amies vont vraiment énormément me manquer. Et parce que c'est dans mon tempérament, je suis quelqu'un d'extrêmement social. Ce qui me nourrit, c'est d'échanger avec les autres, c'est d'avoir des discussions profondes, c'est d'écouter. Bon, c'est pas pour rien que je me suis tournée vers le coaching, mais au niveau professionnel, j'étais cachée dans ma bulle et ça a été comme ça pendant très longtemps. L'élan de revenir vers l'extérieur, il m'est venu l'année dernière, paradoxalement à peu près au moment du Covid. Pour plein de raisons. C'est là que j'ai fait mon retour sur LinkedIn, c'est là que j'ai commencé à parler de moi avec plus d'assurance. Et ce que j'ai réalisé en fait à travers ça, c'est que finalement tout est une question de posture et la posture, la confiance, ça prend du temps.
quand on prend sa place dans un nouvel univers, dans un nouveau métier. En tout cas moi, si je parle de moi, qui suis une personne très sensible, qui se remet beaucoup en question, qui a découvert aussi, enfin j'ai découvert aussi en chemin que si j'ai fait tout ce chemin, c'est tout simplement, et si j'ai eu besoin d'aller vers la pleine conscience, vers le Koya, vers le yoga, c'est pas pour rien en fait, c'est lié à des difficultés internes dont j'avais pas conscience. Par exemple, j'ai réalisé que j'étais une personne extrêmement anxieuse, mais l'anxiété, ça m'avait jamais effleuré que je pouvais simplement souffrir d'anxiété, et là encore, ça n'a jamais été diagnostiqué ou quoi que ce soit, parce que je me confie très peu, et même si j'ai fait pas mal de thérapie ces dernières années, c'est vrai que c'est plutôt en échangeant avec d'autres et en lisant des témoignages que j'ai compris ce qui me traversait en fait. Et ça, c'est encore une leçon que j'ai envie de partager avec vous, c'est que les problèmes de fond, ils disparaissent pas quand on change de métier ou quand on change de vie en fait. La petite voiture repasse, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Les problèmes de fond ne partent pas, je le répète, les problèmes de fond ne partent pas par magie quand on fait des changements de circonstances ou de contexte. Oula, là, il y a carrément un tracteur qui arrive. Les aléas du direct, attention, je m'épose. N'importe quoi, les aléas du direct, je ne suis pas en direct, et tant mieux, comme ça j'ai pu mettre pause. Je vous ai épargné le bruit du tracteur. Mais je disais, voilà, les problèmes de fond ne disparaissent pas comme par magie, comme par un coup de baguette magique quand on fait un peu de ménage dans sa vie. Dans le sens où, si j'ai tendance à stresser, ça c'est vraiment la première chose que j'ai comprise, si j'ai tendance à stresser, à m'en mettre trop, à trop faire à la fois, à angoisser pour la moindre, dès que c'est compliqué, c'est pas parce que je me reconvertis que ça va plus être le cas, au contraire en fait. D'autres problèmes de fond, la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, a fortiori, si on change, je veux dire, évidemment je suis beaucoup plus alignée aujourd'hui, et du coup on peut penser que je vais plus avoir ce syndrome de l'imposteur, mais en fait non, ça se travaille. Et c'est vrai que combien de fois je me suis dit, mais si j'avais eu un coach à l'époque, alors ça c'était, je pense que c'est la petite voix qui venait le plus souvent à un moment donné, c'est si j'avais eu un coach à l'époque, si j'étais allée voir un psy à l'époque. Et encore une fois, je ne sais pas si ça aurait été mieux, parce que cette expérience que j'ai vécue ces dernières années, elle est précieuse pour moi. Et c'est vrai que quand j'imagine partir là d'Israël, il y a beaucoup de deuil à faire et un énorme pincement au cœur. Mais en même temps, si j'avais vu un psy à l'époque, si j'avais vu un coach à l'époque, j'aurais peut-être fait les choses différemment et mieux. J'en sais rien. Mais ça, juste pour... Là, je partage ça parce que juste pour dire qu'il y a plein de petites voix qui venaient. Parce que moi, c'est comme ça, je suis comme ça. J'ai tendance à me remettre beaucoup en question, encore une fois, et à avoir beaucoup de saboteurs, beaucoup de parts d'ombre. C'est cette part d'ombre que j'avais envie de partager aujourd'hui, parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, on voit juste la partie réussite, ce qui marche en fait. Mais en réalité, derrière, il y avait énormément de doutes, parfois des regrets. Il y a une partie de moi, je pense, qui regrette encore, qui arrêtera de regretter que quand je gagnerai vraiment bien ma vie avec mon activité. Je suis en chemin. mais voilà, cette part d'ombre, il y a beaucoup de... Tiens, j'ai noté les petites phrases qui me venaient le plus souvent pendant cette traversée du désert. Il y a est-ce que j'ai bien fait, si j'avais eu un coach, si j'avais eu un psy. Évidemment aussi, quelque part, la culpabilité, la culpabilité vis-à-vis de ma famille, en fait. Alors, pas la culpabilité de les avoir emmenés en Israël, parce que, de les avoir emmenés. D'abord, c'est une décision qu'on a prise à deux. mais la culpabilité d'avoir lâché un standard de vie qui était quand même bon. Et autre désillusion et autre partage d'expérience, c'est si l'argent ça compte en fait. Voilà, je sais pas si vous faites partie de ceux qui disent mais l'argent c'est pas ça qui est important, l'important c'est mon épanouissement, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait. En fait oui, c'est important d'être épanoui et aligné, mais quelque part l'argent est important, et ça a été vraiment là aussi un sujet d'énorme colère, vraiment colère contre la société, colère contre
contre le monde et puis contre moi-même qui n'avais pas réalisé ça et qui me sentais vraiment complètement conne. Et d'ailleurs, je me sens complètement idiote de partager ça avec vous. Mais si, en fait, l'argent, c'est ce qui dirige le monde. Et c'est comme ça, notre société est comme ça. Il y a des mouvements qui sont en train d'essayer de changer les choses, mais c'est quand même pas encore la norme. Et en fait, j'ai réalisé que sans argent, on peut rien faire. Mais même les projets les plus éthiques et les plus impactants pour le monde, il y a besoin d'argent. Et d'ailleurs, je suis dans des groupes Facebook d'éco-villages et d'entrepreneurs écologiques et écologistes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent on aimerait bien créer un éco-village ici ou une ferme en permaculture là, mais en fait il faut plein d'argent et du coup on peut pas. Bah oui, en fait l'argent ça sert aussi à créer des belles choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense particulièrement dans la société française, cette espèce de méfiance et de haine vis-à-vis de l'argent. Gros merci à Solène aussi d'avoir fait travailler ma relation à l'argent et franchement c'est tellement important. Ça m'a pas empêché d'être en colère après mais et de me sentir complètement idiote d'avoir lâché un standard de vie qui était très satisfaisant, mais oui, l'argent on en a besoin pour on en a besoin pour avoir un style de vie qui nous convient, voilà. Et le nier, ne pas le voir, c'est se priver de plein de choses et c'est surtout se mettre en difficulté. Et donc aujourd'hui, avec mes clients, c'est vraiment quelque chose qu'on vérifie et qu'on évalue, ce besoin de sécurité en fait. C'est un besoin fondamental, c'est à la base de la pyramide de Maslow, le fait d'être en sécurité, le fait d'être et il y a la sécurité financière évidemment, et là ça va dépendre un petit peu des besoins de chacun, mais après il y a plein de choses. C'est un vaste sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai à dire sur l'argent, peut-être que je ferai dans une autre vidéo, mais voilà. Mais en tout cas, pour revenir à cette colère, à cette honte, à toutes ces émotions que j'ai traversées ces dernières années, à la peur aussi, parce que au début je tournais sur une ou deux clientes en permanence, ce qui était déjà génial et j'ai énormément appris, mais je veux dire c'était loin d'être suffisant. C'est grâce à mon partenariat avec Chance l'année dernière que j'ai commencé à reprendre espoir, partenariat qui va bientôt prendre fin parce que je vais cesser ma collaboration avec eux, mais qui m'a énormément apporté. Et voilà, et pour finir, colère, beaucoup de colère. Il y a un rouleau compresseur qui passe maintenant, c'est bien le parc. On pense être dans la nature et... Attendez, je remets pause. Voilà, le rouleau compresseur est parti. Mais tout ça pour dire, pour vraiment partager avec vous cette colère que j'ai pu ressentir contre la gamine, je cite, la gamine complètement débile que j'ai été, qui a mis toute sa famille en danger, qui n'arrivait pas à voir ce qu'il y avait de bien dans sa vie, etc. etc. Donc là je le dis avec du recul et beaucoup de prise de hauteur, mais très franchement c'était très très dur. Ça m'a demandé beaucoup de méditation, beaucoup d'écriture intuitive, beaucoup de petits rituels avec des bougies et des cristaux et des cartes pour dépasser tout ça. Et en le disant, je me rends compte que je me sens déjà un peu plus loin. Et alors du coup, ce que j'avais aussi envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai continué, que j'ai persévéré. Alors je dis ça à la date d'aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, je serai partie dans une autre direction, j'aurais lâché l'affaire, je sais pas, je le souhaite pas, j'espère que tout ce que je vais mettre en place dans les mois qui viennent va résonner avec mon public, avec vous, avec d'autres et va me permettre de continuer à croître. Mais voilà, mais vraiment ce qui a fait que j'ai pas lâché, la première chose qui a fait que j'ai pas lâché, c'est que tout simplement, et je pense que pour le coup je peux dire merci à mon burn-out, je ne voyais absolument pas d'alternative possible. Alors ici en Israël, revenir au droit, ça aurait été compliqué. De toute façon, revenir au droit, ça fait déjà 5 ans. Même quand ça m'arrive tout le temps de regarder les offres d'emploi autour de moi, parce que y a des moments où je me dis purée, mais c'est pas possible quoi, faut que j'arrête de me faire du mal, et en même temps
aucune envie de revenir à une vie de bureau. Alors vraiment aucune envie, hein, je veux dire, voilà quoi. Il y a des rouleaux compresseurs, mais c'est quand même sympa de pouvoir aller dehors quand on en a envie. Et de pouvoir s'organiser comme on veut, de pouvoir prendre un cours de chant un mardi matin, chercher ses enfants à l'école, voilà. Enfin bref, il y a quand même... il y a quand même des avantages. Mais au-delà de ça, alors, pendant les premières années, c'est juste que je me sentais capable de rien. Et là, c'est pas merci burn-out, c'est bon. Je me sentais juste capable de rien faire, je me sentais pas du tout adaptée, je me sentais complètement inadaptée au monde du travail. Je me disais en fait, je peux juste pas fonctionner avec les autres, hein, d'où les raisons de mon isolement. Je me sentais complètement, en manque de confiance totale sur ce point-là. Donc voilà, mais je suis en train de me perdre dans mes pensées, mais en tout cas, ce qui m'a fait tenir, c'est clairement voilà, aucune alternative envisageable pour moi, c'était ça ou rien. Et d'ailleurs, quand je me suis lancée, et encore aujourd'hui, hein, j'entends beaucoup, personne ne vit du coaching, il faut aussi faire de la formation, et il faut aussi être consultant, et moi j'ai envie d'y croire en fait, parce que j'ai pas envie de la formation, oui, je fais des ateliers, peut-être que j'y viendrai un jour, mais je suis pas consultante, je suis coach de vie, je suis coach en transition professionnelle, j'ai envie d'aider des particuliers, et j'ai envie de croire qu'il y a des particuliers qui sont prêts à payer pour ça en fait, pour investir sur eux, à payer pour leur bien-être. Voilà, donc j'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie d'entendre qu'il y a des alternatives. Pour moi, il y en a pas, et je veux dire, il y a rien qui aujourd'hui qui m'appelle autrement que ça. Donc ça, c'est la première chose qui m'a fait tenir. C'est par la négative. Bon, il y a aussi la détermination et la conviction que ça marcherait. C'est ce que j'exprime un peu ici, c'est-à-dire que je me dis, c'est aligné, j'ai senti que c'était ça, je veux aller au bout, parce que je peux pas abandonner au bout de 2 ans, je peux pas abandonner au bout de 3 ans en fait, je peux pas. J'ai envie de me prouver que j'y arriverai aussi, quelque part, il y a un peu ça. Et puis surtout, je vois que je progresse, je vois où j'en étais il y a 3 ans, je vois où j'en étais il y a 2 ans, je vois où j'en étais il y a 1 an, et je vois où j'en suis aujourd'hui, et ça fait que progresser, et je me dis, si ça continue à progresser, j'aurai bientôt tout ce qu'il faut pour me sentir pleinement épanouie. Et je me rends compte en le disant que je tombe dans le piège de tout le monde. Et ça, c'est aussi un piège que je voulais partager, c'est de croire qu'il y a une fin à cette histoire, que la reconversion, c'est une fin en soi, que c'est une solution, que c'est... j'ai beaucoup de clients qui arrivent et qui me disent, moi, dans 3 mois, j'ai envie de voir les résultats, j'ai envie d'avoir changé de boulot et j'ai envie d'être épanouie. Oui, normal de vouloir ça, il n'y a pas de problème, mais juste sache que c'est un chemin, c'est pas un truc, une chasse au trésor où une fois qu'on a trouvé le trésor, c'est bon. D'abord parce que la nature humaine est faite ainsi que dès qu'on trouve un trésor, y en a un autre qui nous fait de l'œil. Ça, je le vois beaucoup avec mes enfants. Et je pense qu'il y a vraiment tout un apprentissage à faire sur voir ce qu'on a, voir le chemin parcouru, apprécier là où on en est à chaque instant. Mais bon, ça c'est aussi un chemin de développement personnel qui est un des chemins qui sont annexes à la reconversion, et c'est pour ça que je dis que c'est un chemin. Il y a une question de posture aussi, il y a une question il y a beaucoup de réflexion, c'est-à-dire que ce genre de cheminement est surtout pour des personnes très sensibles, ou pour des personnes qui ont tendance à réfléchir, à avoir beaucoup de pensées, à être envahies par les pensées, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pas un chemin facile, quoi. C'est pas un chemin facile. Et moi, en fait, s'il y avait une chose que je ferais différemment, clairement, et je dis pas ça pour vendre mes services, mais c'est vraiment très sincère, c'est que je le ferais pas seule. C'était un chemin extrêmement solitaire dans lequel j'avais l'impression que personne me comprenait, pas même mon mari, qui est mon principal confident. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais comprendre ce que tu traverses, tous les questionnements, toutes les peurs que ça fait ressortir, tout ce que... c'est dur, quoi. Et moi, il y a 5 ans, quand je suis partie, il n'y avait pas... je suis pas sûre qu'il y avait déjà des trucs comme Switch Collective, il n'y avait pas Chance. Il y avait des coachs, mais je ne savais pas qu'il y avait des coachs en reconversion ou en transition professionnelle. D'ailleurs, j'avais vu une coach à un moment donné, donc ce serait mentir de dire que je ne savais pas ce qu'était un coach, mais ce serait absurde vu que j'allais vers ça. Mais en tout cas, pour moi, j'avais pas anticipé
ce besoin d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Après, j'ai été accompagnée par des mentors, mais plus sur les côtés entrepreneuriaux. Mais sur la reconversion en soi, sur la réflexion en amont en soi, moi je l'ai faite vraiment seule. C'est-à-dire que c'est moi qui ai retroussé mes manches et qui me suis dit ok, c'est quoi pour moi la réussite, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Alors évidemment ma formation en coaching m'a aidé aussi à aller au bout de cette démarche, parce que c'est des questions sur lesquelles on s'entraîne. Mais voilà, mais moi vraiment là, si je pouvais le refaire, je pense que ce qui m'apporterait le plus, ce serait de le refaire avec d'autres, que ce soit accompagné par un coach ou dans un groupe de personnes qui traversent les mêmes... Ou partager mes expériences avec des personnes qui traversent la même chose. Et aujourd'hui, il y a des groupes dans ce sens-là sur Facebook ou quoi, mais à l'époque, je ne les connaissais pas. Je ne sais pas s'ils existaient, mais je ne les connaissais pas. Je pense par exemple aux paumés de Make Sense, le groupe des paumés sur Facebook, qui, je pense, permet à beaucoup de se sentir moins seul dans les réflexions, dans la quête de sens, dans tout ça. Ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc je vais regarder si j'avais d'autres choses à vous partager aujourd'hui. Ouais, voilà, donc ce que je veux partager, c'est que la reconversion ou la réflexion professionnelle... Ah oui, parce que la première claque que je me suis prise quand même, ça je ne l'ai pas dit, c'est avec mes premiers clients. Enfin, pas mes tout premiers, mais vraiment, ils faisaient partie des 5 premiers. Des personnes qui venaient en me disant je veux tout plaquer, j'en peux plus de mon boulot, etc. Et en fait, au bout de quelques séances, ils sont retournés au boulot avec un autre regard et finalement ils sont restés, ou alors ils ont changé de poste, ou ils ont eu une promotion, ou ils ont... En fait, juste en quelques séances de coaching, on a fait le point sur ce qui allait, ce qui allait pas, et on s'est rendu compte que tout plaquer, c'était pas du tout la solution pour eux. Et là, je me suis dit, ah bon, il y a une voie alternative à tout plaquer. Je vous ai dit, c'était mon schéma de fonctionnement. Et bon, moi, évidemment, c'était un peu trop tard pour faire machine arrière. Je me suis dit, mais alors, il y a d'autres solutions. Et en fait, oui, il y a d'autres solutions. Et du coup, c'est une réflexion qui se mène pas à pas, qui se réfléchit, c'est un parcours qui se construit et qui se construit, si possible, à plusieurs, avec des gens qui comprennent ce qu'on vit. Et voilà, je pense que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire. Si je peux résumer ça en quelques points à retenir, c'est déjà si vous sentez que vous êtes au bout du rouleau, et même si vous mettez pas le mot sur le burn-out, mais si vous pensez que c'est peut-être ça, si vous avez... ça commence souvent le burn-out par des symptômes physiques. Moi, c'était des problèmes cutanés. Ça peut être des maux de ventre, ça peut être des tensions à certains endroits, ou simplement, au bout d'un moment, moi, je pleurais le matin en allant au travail, je pouvais plus. Je sentais vraiment que j'avais aucune énergie. Voilà, c'est vraiment cette sensation d'être vidé de son énergie. Si vous avez si vous ressentez ce genre de choses-là, déjà, allez en parler à un professionnel. Et là, je parle de thérapeute plus que de coach. Je parle de psychologue, de psychiatre, peu importe, mais allez, ou même la médecine du travail si elle est compétente dans votre entreprise, mais allez en parler. Et prenez le temps de guérir avant de rebondir. Moi, en fait, j'ai agi sous le coup de l'émotion, j'ai agi dans une période de ma vie où j'étais pas bien, même si, encore une fois, c'était... je sais pas, franchement, je sais pas s'il y a des psys qui vont écouter cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, et je veux bien des retours là-dessus, parce que pour moi, c'était une période... Voilà, c'est vrai que quand on est dans un état comme ça extrêmement vulnérable, on a le cœur ouvert, il y a une beauté dans cette vulnérabilité en fait. Dans le sens un peu comme quand on dit c'est par les failles, par les cassures que la lumière peut rentrer. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je me sentais pleine de lumière, pleine de puissance, je me sentais hyper connectée à l'invisible, hyper connectée spirituellement, je me sentais bien en fait. C'est-à-dire que là je parle d'après ma sortie d'Égypte, c'est-à-dire une fois que j'ai quitté Paris, parce qu'avant je me sentais vraiment pas bien, mais pendant cette période dans laquelle je me suis reconvertie, une fois que j'étais en Israël, je me sentais bien. Je pense que je ne m'étais jamais sentie aussi bien de ma vie. Et en même temps, j'étais dans une période où clairement mon cerveau rationnel était déconnecté de moi en fait. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup mis en avant et je trouvais ça génial parce que j'ai toujours été quelqu'un de très rationnel et ça me faisait trop de bien de fonctionner à l'intuition et au cœur. Et après, j'avais fait cette vidéo il y a 1 an à peu près sur comment j'ai trouvé l'équilibre entre intuition et raison. Elle se trouve sur la page à propos de mon site.
j'ai réalisé qu'en fait, pour moi en tout cas, ce qui fonctionne, c'est un équilibre entre les deux. C'est pas juste suivre mon cœur, parce que ça peut mener quand même à des situations qui sont pas évidentes. Et du coup, oui, on peut aimer l'intensité qu'il y a là-dedans, l'intensité émotionnelle. Clairement, j'ai vécu des choses très fortes. Et en même temps, c'est épuisant aussi, et c'est des hauts et des bas, c'est un grand 8, c'est des périodes très dures. Et c'est vrai que quand le cerveau rationnel est connecté, je ne dis pas qu'il doit dominer, mais quand il est connecté aussi, ça aide un peu. Donc voilà, donc première chose, le burn-out, guérir avant de rebondir. La deuxième chose que j'ai envie de tirer de tout ça, c'est si l'argent c'est important. Voilà, vous l'avez compris. On n'est pas obligé de tout plaquer, on peut faire autrement. Et si on plaque tout, c'est bien aussi, mais ça doit plutôt être par choix conscient que par dépit et ras-le-bol. Les problèmes ne disparaissent pas en changeant de métier, les problèmes de fond. Et puis le burn-out, la reconversion, le bonheur, le bien-être professionnel, c'est pas forcément quelque chose à trouver, un objectif à atteindre et à atteindre rapidement dans une logique de performance, mais c'est vraiment un chemin à parcourir. C'est un chemin à parcourir et c'est un chemin passionnant de développement personnel, mais voilà, ça reste un chemin, c'est pas une fin en soi. Et dernière chose, c'est un chemin qu'il me semble mieux de parcourir à plusieurs. Et alors pour vous faire la fin de cette vidéo sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui, parce que j'ai dessiné il y a 2 jours le puzzle de tout ce que j'ai fait ces dernières années, et chaque pièce m'a apporté quelque chose, et si je fais la somme du puzzle, ça m'amène enfin vers une proposition de coaching, une offre et un programme qui me semble correspondre en tout point à ce qui me fait vibrer, qui me semble vraiment être assumé, parce que jusque-là, c'est accompagner des personnes sur la voie de la transition professionnelle, alors que moi, je me sentais complètement, au début du chemin, ça me paraissait pas du tout, légitime. Et peut-être que c'était un syndrome de l'imposteur, mais n'empêche que moi, quand je vois des personnes qui viennent de se reconvertir et qui se reconvertissent dans le coaching et qui accompagnent des gens qui veulent se reconvertir, je peux pas m'empêcher de me dire, mais encore des coachs qui vont accompagner des gens à devenir coach et qui font ça alors que comment dire à quelqu'un oui, reconvertis-toi et ça va aller, alors que moi j'étais pas encore sûre que ça va aller en fait, que ça va bien se passer. Donc voilà, donc aujourd'hui ça fait quand même 5 ans que je suis partie, 3 ans que je me suis lancée, je me sens quand même capable d'avoir suffisamment de recul et d'expérience, notamment aussi à travers tous les accompagnements que j'ai pu faire ces dernières années, de personnes qui sont arrivées à des solutions parfois très différentes les unes des autres, certaines des reconversions radicales, d'autres pas du tout, d'autres des petits réajustements et tout allait bien. Attention, le rouleau compresseur repasse et voilà, il s'en va. Donc je disais que si à l'époque je me sentais pas légitime, et puis surtout j'avais envie d'avoir plein d'expériences, je me disais mais je veux pas coacher juste un type de personne, je veux coacher plein de personnes différentes sur plein de sujets différents. Et en fait au fil de l'expérience je me rends compte que ceux que j'aime coacher, les personnes que vraiment je prends plaisir à accompagner et qui prennent plaisir avec moi, ce sont des personnes qui ont une forte sensibilité et une profondeur de réflexion, une profondeur d'esprit. Alors certains se reconnaîtront comme haut potentiel, comme zèbre ou comme hypersensible ou comme hypersensible, d'autres n'ont jamais entendu parler de ce sujet et voilà, mais finalement c'est pas ça qui compte. Je ferai un autre article sur ces étiquettes, mais peu importe, finalement voilà, c'est vraiment en tout cas des personnes qui ont cette profondeur et cette sensibilité là avec lesquelles je sais que je vibre le plus. Et d'ailleurs je me suis rendu compte là au bout de 2-3 ans que tous les clients qui sont venus vers moi répondent à ces caractéristiques là. Donc si vous m'écoutez, c'est sans doute que qu'il y a quelque chose qui vibre chez vous quand vous m'entendez, quand je vous partage ce type d'expérience et dans la façon de fonctionner et de réfléchir. Je me rends compte que le sujet que j'adore traiter, c'est quand même la transition professionnelle, le bien-être au travail, et j'ai vraiment envie d'accompagner des gens sur ce chemin-là. La troisième chose, c'est que à travers les accompagnements dont j'ai pu profiter moi en tant que coachée et les formations que j'ai faites aussi, et puis aussi mon expérience du Koya, je me rends compte
j'attire plus particulièrement les femmes et je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Maintenant, si vous êtes un homme, sachez que je n'ai rien contre les hommes et que je les accompagne aussi et que voilà que c'est si, dans la mesure où il y a aussi des hommes hypersensibles et qui répondent à cette profondeur, etc. Et c'est aussi avec eux que je vais raisonner. Mais en tout cas, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, mon rêve, c'est de proposer des accompagnements qui mêlent du collectif et de l'individuel, et qui soient vraiment qui créent une atmosphère de cocon, de quelque chose de... Voilà, on utilise souvent en coaching cette image du papillon, de la transformation, et ça passe par un cocon. Et moi, ce dont j'ai eu besoin, moi, quand j'ai fait ce chemin, et ce que j'ai envie de partager et d'ouvrir, c'est vraiment cet espace de bienveillance et de réflexion à plusieurs, ou en tout cas de soutien les unes avec les autres. Vous voyez, je parle au féminin. Dans une ambiance un peu atmosphère vraiment cocon, sécurisante, sur le modèle un peu des cercles de femmes auxquels j'ai pu participer, des groupes, notamment de certains groupes de coaching où on fonctionnait vraiment comme ça, par cercle, par co-développement, avec l'intelligence collective. Mais au-delà de l'intelligence collective, c'est surtout une question de partager ensemble cette expérience, parler à des personnes qui comprennent ce qu'on traverse parce qu'elles traversent la même chose, ne pas être seule en ayant juste des rendez-vous avec une coach. C'est vraiment, pour moi, l'accompagnement, ça va au-delà d'une séance de coaching par semaine. Ça rentre dans un cadre où on rentre dans une relation et où moi je suis là pour accompagner sur le chemin, pour être disponible, pour répondre à des mails quand vous avez des angoisses pendant les semaines qui nous séparent. Donc voilà, donc quelque chose qui mêle, qui soit vraiment ce cocon, un peu à l'image de ce que je fais dans mes ateliers en fait. Et du coup, je vais proposer dans le cadre de ce nouveau programme que je suis en train de créer et qui est en pleine création, donc c'est pas encore fini, mais je vais proposer justement ce type d'atelier, des rendez-vous collectifs régulièrement, des rendez-vous individuels qui seront probablement un peu plus espacés, je pense toutes les 3 semaines, mais avec beaucoup d'échanges entre les séances, des exercices à faire qui seront là encore, je crois beaucoup à la mutualisation de l'énergie et au fait d'utiliser des supports de travail qui vont être communs à tous. Mais je crois surtout au sur-mesure et au fait que même si on vit le même genre de transition et d'expérience, on la vit différemment, on a déjà un parcours différent, on part pas de zéro. Et c'est les limites un petit peu de parcours complètement standardisés, comme je le vois par exemple chez Chance, mais voilà, c'est les limites aussi de la robotisation des choses. Mais voilà, donc vraiment dans l'idée de fournir à chacune ce dont elle a besoin, et voilà, et d'avoir des rendez-vous à la fois individuels et collectifs. Il y aura beaucoup de choses dans cette nouvelle offre, beaucoup d'amour surtout et de bienveillance toujours. Je vous en dis pas plus aujourd'hui parce que c'est vraiment en pleine fulgurance en ce moment, mais j'espère que c'est quelque chose qui pourra répondre à vos besoins. N'hésitez pas, et surtout, c'est même pas n'hésitez pas, c'est vraiment si vous êtes dans une réflexion de reconversion ou de transition professionnelle, ou si vous êtes passé par là, je suis super preneuse de retour ou d'attente sur un programme comme celui-là. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui résonne pour vous dans ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un programme comme ça, quel type d'énergie vous aimeriez y trouver. Voilà, donc vraiment faites-moi part de vos commentaires, que ce soit en commentaire ici ou par mail juliekatzcoaching@gmail.com, ou par message privé, même si vous êtes sur Facebook, je suis pas du tout fan de leur nouveau process et j'ai du mal parfois à voir les messages. Sur LinkedIn c'est bon, sur Insta aussi. Donc voilà, en tout cas je vais m'arrêter là, ça fait déjà 3/4 d'heure et c'est long. Ça me fait énormément de bien d'avoir partagé tout ça avec vous, parce que vraiment j'avais ça sur le cœur et que je me sentais pas très authentique dans ma communication. Ça faisait, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y a un certain nombre de posts qui étaient des posts récurrents. Alors j'ai arrêté tous les posts récurrents, mais toutes les citations que je vous envoyais, c'était des choses que j'avais créées il y a 3 ans, entre 2 et 3 ans. Mes articles de blog, je les fais tourner. Bon, ça je pense que c'est intéressant parce ils ont tous de la valeur pour ceux qui ont besoin de les lire. Mais voilà, il y avait quelque chose de pas
de plus authentique et de plus aligné dans ce que je publiais. Et j'avais vraiment envie de vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières années et de combler ce gap d'authenticité et de communication. Voilà. Eh bien écoutez, je suis vraiment, j'ai hâte de lire vos commentaires, j'ai hâte de savoir ce qui résonne et ce qui résonne pas pour vous dans cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et puis à bientôt.